Chers amis, nous voilà réunis pour la 3e fois en ces débuts d'année. Alors permettez-nous d'abord de vous présenter nos meilleurs vœux. Donc le coup de cœur du libraire. Je sais que c'est une émission qui est assez suivie et l'objectif c'est vous donner dans un but éminemment culturel quelques pistes de lecture. Alors bien sûr, nos choix sont arbitraires et en Évidemment. Nous faisons de la discrimination, Voilà. c'est vrai. J'espère qu'elle est positive. Ah bah, elle est évidemment positive, ça va de soi. Frère Thierry, j'ai pas envie de me retrouver devant la 17e chambre. Quoiqu'être nourri et logé aux frais de l'État, ça peut avoir ses charmes. Ah, et je ne vivrai pas forcément de manière plus, comment dirais-je, désagréable sur le plan matériel. Mais bon, c'est quand même pas le but. Non. Le but, c'est effectivement que les gens prennent du plaisir à lire, de bons livres. Hein, et là, effectivement, dans ces coups de cœur, vous allez voir que c'est un peu différent, puisqu'on va évoquer des auteurs Très différent. très différents, mais qui ne sont pas forcément des auteurs dits sérieux. En tout cas, pour 2 d'entre eux. Alors, comme on dirait, attaquons. Alors, attaquons d'abord, c'est ce que je pense que ce serait juste de rendre hommage à un grand historien, un grand monsieur qui est mort, je crois, le 15 décembre, enfin en décembre dernier, c'est Jean de Vigry. Alors, qui est un historien de la pensée, entre autres, qui malheureusement, ça, au moins un de ses livres, a été mal reçu, Les Deux Patries. Oui, alors les Deux Patries ont peut-être été mal reçus, il n'empêche quand même que c'est un grand livre. Et que la thèse est juste. La thèse est juste, et justement, vous m'en parlez, je saisis la balle au bond. Donc vous savez que les Deux Patries, ce sont les oppositions entre 2 patries qui sont incompatibles. Je dirais la patrie, la vraie, la patrie charnelle, celle qui a toujours existé, entre guillemets, c'est ce qu'il disait, et puis l'autre, la patrie idéologique, la patrie des droits de l'homme, qui fait que vous arrivez en France, vous attendez 15 jours, 3 semaines, vous avez vos papiers, vous êtes autant français qu'un type qui est là depuis toute éternité. D'où aussi la grande ambiguïté dans les milieux, disons, de droite, Oui. de confondre l'amour de la terre de nos pères avec un patriotisme jacobin. Bien sûr, et ça a d'ailleurs été justement un des points qui avait suscité une certaine polémique, Oui. c'est justement les attaques contre Maurras en 1914, si mes souvenirs sont bons, parce que j'ai lu ce livre-là il y a assez longtemps, quand il avait dit qu'il fallait accepter l'union sacrée et qu'il fallait, je dirais, que les monarchistes devaient se plier à l'amour de la République. C'est ce qu'on a dit. Alors par contre, attendez. Par contre, ce qui est très intéressant chez De Vigry, c'est l'histoire des mentalités. Et, oui, alors attendez, frère Thierry, je vous vois venir. Éventuellement, je conseillerais de lire en parallèle avec De Vigry Xavier Martin. Oui, mais alors, ils étaient proches de toute façon, je crois que c'était un peu son maître, Vigry était le maître de Xavier Martin, mais je voudrais quand même revenir sur les Deux Patries et lire un petit extrait d'un ouvrage qui a été réédité dernièrement, qui s'appelle Sparte et les sudistes, réédité dernièrement par celui qu'on appelle Caca, Contre-Culture, maison d'édition créée, vous savez, par le sulfureux Alain Soral, et qui a réédité un excellent ouvrage, un de plus, qui s'appelle donc Sparte et les sudistes de Maurice Bardèche. Pourquoi est-ce que cet extrait est intéressant ? Parce que justement, il éclaire un peu les Deux Patries, il montre comment, pendant la guerre de 14, ceux qui croyaient à la patrie charnelle sont morts, en quelque sorte, pour la patrie idéologique. Je vous lis cet extrait, si vous en êtes d'accord. Il faut avouer que la guerre de 14 fut une géniale diversion. Déjà, les aventures coloniales avaient employé très suffisamment un certain contingent d'énergie suspecte. Les amateurs d'énergie virile et de promotion au choix se firent donc massacrer pendant 4 ans en l'honneur de la liberté du commerce et des peuples d'Autriche-Hongrie. Jamais les hiérarchies naturelles n'avaient été si bien exaltées. On distribua beaucoup de croix d'honneur et un nombre égal de croix de fer. La politique naturelle elle-même triompha et on put voir s'établir une monarchie de la guerre, au profit de politiciens qu'on avait présentés comme de notoires fripouilles et des individus tarés. Alors voilà l'extrait le plus important. Jamais dans l'histoire on avait vu autant de braves gens se faire tuer pour ce qu'ils dénonçaient comme le plus grand des maux. Et en effet, les survivants purent contempler leur triomphe. Les conscrits de Dreux, écoutez bien frère Thierry, puisque vous savez que je suis de la Mayenne, moi, étaient partis en chantant « Jamais les Prussiens iseront les gars de la Mayenne, jamais les Prussiens iseront les gars du canton ». Or,
cette guerre que les conscrits de Dreux croyaient avoir faite pour défendre leur canton et leur droit d'être maîtres chez eux, elle avait servi à proclamer un messianisme auquel les gars de la Mayenne étaient parfaitement étrangers et qui signifiait même tout le contraire de leur chanson. Les 14 points du président Wilson invitaient les gars de la Mayenne à s'occuper de toute autre chose que des affaires du canton. On leur apprenait qu'ils avaient combattu pour le droit et la civilisation. Traduit en langage de la Mayenne, cela voulait dire que les hommes seraient désormais tous égaux, tous frères, que personne ne serait au-dessus des autres, que toutes les nations seraient comme un seul bourg, géré par une sorte de conseil municipal où tout le monde serait chez soi. Voilà. Alors, c'est vrai que les deux patries ont suscité effectivement des réactions, mais la pertinence du propos mérite d'être saluée, mérite d'être étudiée, et il est vrai qu'on voit bien aujourd'hui que, je dirais, quelle est la patrie des gens qui sont autour de nous. Voilà, j'arrêterai là, mais sachez que ce livre, Sparte et les sudistes, est un livre très intéressant également, qui peut compléter et illustrer les deux patries de Jean de Vigry. Alors, dernière chose sur Jean de Vigry quand même, il faut le dire, il a également écrit un livre sur Louis XVI, je ne sais pas si vous l'avez lu, qui montrait que Louis XVI ne pouvait pas riposter, si j'ose dire, puisqu'il avait été éduqué... Désarmé moralement. Voilà, il était désarmé moralement. Ils vendent beaucoup Madame Élisabeth. Nous avons des livres, une biographie d'Anne Bernet et une bande dessinée. C'est une femme forte. Femme forte. Alors que Louis XVI a été formé à l'école de Fénelon. Exactement. Alors, là, je fais une toute petite parenthèse, on en parlera plus tard. J'ai trouvé quelques paragraphes très intéressants dans le livre de Alain Pascal. Qu'on va aborder tout à l'heure. On va l'aborder avec l'ouvrage que vous avez coécrit avec lui. Alors, Madame Élisabeth, oui, dans le Sacrifice du soir. Alors, dernière petite citation concernant Jean de Vigry, c'est un tout petit extrait de quelques lignes une interview qu'il avait accordée à la Nouvelle Revue d'Histoire, le numéro 85 de cette revue. Voilà ce qu'il dit. Dans les années 60, enfin dans les années 1960 plus exactement, le courant a été coupé. Le savoir essentiel, le savoir indispensable à la vie n'a plus été transmis. De cet accident gravissime, le corps social n'est pas prêt de se remettre. La patrie se trouve de ce fait exposée au péril de mort. Car toute patrie est fragile. Seules les méditations des sages peuvent l'aider à survivre. Donc je crois que c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup étudié, évidemment, l'Ancien Régime. Il a étudié la déchristianisation, qui est quand même l'un des fléaux. Mais on en parlera tout à l'heure avec le mondialisme. C'est aussi une obsession chez certains, et on voit bien aujourd'hui, on mesure aujourd'hui toutes les conséquences de ce mouvement de fond qui est dramatique. Voilà donc ce que je voulais dire en entrée. Alors ensuite, je continue, je ne vous vois pas intervenir, donc je continue. Je voulais vous parler de Marcel Aimé. Je voulais vous parler de Marcel Aimé parce que je crois qu'il est bon de temps en temps de sortir un peu des livres, je dirais, qui sont un peu sérieux. Et je me suis remis à lire, j'ai relu Le Passe-Muraille. Je pense que ça doit vous dire quelque chose, Le Passe-Muraille, frère Thierry. Vous savez que c'est un recueil de nouvelles. Marcel Aimé était à la fois un grand romancier, il a fait des romans, d'ailleurs, qui étaient, à l'index, il me semble. La Jument Verte a dû être à l'index en 1933. Il a également écrit des pièces de théâtre, il y avait La Tête des autres, et il a écrit un certain nombre de nouvelles, dont Le Passe-Muraille, qui avait été porté au cinéma par Bourvil, que Marcel Aimé n'aimait pas, et que Claude Antalara avait quand même recruté pour une autre nouvelle de Marcel Aimé qui avait été mise au cinéma et qui s'appelait La Traversée de Paris. Marcel Aimé, en homme intelligent, avait reconnu toute la qualité d'acteur de Bourvil et était revenu sur ce qu'il avait dit concernant cet acteur. Alors, pourquoi apprécier Le Passe-Muraille ? Eh bien parce que c'est détendant et qu'à chaque petite nouvelle, vous avez un clin d'œil au fantastique, un clin d'œil à l'originalité de Marcel Aimé, et en quelques lignes, vous êtes sous le charme. Alors, quelques lignes concernant Le Passe-Muraille. Vous savez, Le Passe-Muraille, voilà le début du Passe-Muraille, de la première de ces nouvelles. Il y avait à Montmartre, au 3e étage du 75 bis de la rue d'Orchamps, un excellent homme nommé Dutilleul, qui possédait le don singulier de passer à travers les murs sans en être incommodé. Il portait un binocle, une petite barbiche noire, et il était employé de 3e classe au ministère de l'Enregistrement. En hiver, il se rendait à son bureau par l'autobus, et à la belle saison, il faisait le trajet à pied, sous son chapeau melon. Vous voyez que le décor est planté, voilà un personnage qui passe à travers les cloisons. Vous avez également une autre nouvelle qui s'appelle La Carte, et que le gouvernement actuel serait peut-être bien inspiré d'utiliser,
puisque les gens qui sont considérés comme inactifs, eh bien, ils ont l'obligation de mourir quelques jours par mois. Donc, ils ne coûtent plus rien à la société. Voilà comment on pourrait régler le problème des retraites. Alors, évidemment, il faut savoir que le passe-muraille a été écrit en 1943. La France était occupée. C'était la période où les gens avaient du mal à se nourrir, surtout à Paris. Rationnement. Et donc, la carte est un peu liée à la situation du moment. Voilà le début, donc l'incipit, ou l'incipit, vous qui êtes prof, incipit, le prof de latin confirme. Donc, extrait du journal de Jules Flegmont, 10 février. Un bruit absurde court dans le quartier à propos de nouvelles restrictions. Afin de parer à la disette et d'assurer un meilleur rendement de l'élément laborieux de la population, il serait procédé à la mise à mort des consommateurs improductifs. Vieillards, retraités, rentiers, chômeurs et autres bouches inutiles. Au fond, je trouve que cette mesure serait assez juste. Rencontré tout à l'heure devant chez moi mon voisin Roquenton, ce fougueux septuagénaire qui épousa l'an passé une jeune femme de 24 ans. L'indignation l'étouffait. « Qu'importe l'âge !» s'écria-t-il, puisque je fais le bonheur de ma poupée jolie. En des termes élevés, je lui ai conseillé d'accepter avec une joie orgueilleuse le sacrifice de sa personne au bien de la communauté. Et voilà, c'est parti, et vous allez voir comment les gens réagissent quand ils doivent mourir un certain nombre de jours par mois. Autre petit bijou, si je dois dire, vous avez le percepteur qui aime les contribuables qui, eux, ne paient pas leurs impôts ou qui les paient en retard. C'est assez étonnant. Et vous avez également une de celles que j'ai préférées, qui est en page 114, et j'arrêterai là avec le grand Marcel, qui est le proverbe, c'est-à-dire que c'est un père de famille absolument infect, qui a un caractère extrêmement désagréable, qui vient d'apprendre qu'il allait avoir les palmes académiques et qui hésite à le dire à table, parce qu'il sent que sa progéniture, sa femme, sa belle-mère ne sont pas prêtes à entendre un aveu pareil. Et donc il va s'acharner sur son fils, le pauvre vieux qui a de mauvaises notes en classe, et il va se proposer de lui rédiger sa rédaction, qui évidemment sera très mal jugée par l'instituteur, et le fils n'osera pas dire à son père la note lamentable qu'il a eue pour que le père puisse garder une certaine aura. Alors voilà quelques lignes encore pour vous montrer toute la richesse de Marcel Aimé. Ayant appris dans l'après-midi qu'il était proposé pour les palmes académiques, il se réservait, donc le père, d'en informer les siens à la fin du dîner. Après avoir bu un verre de vin sur sa dernière bouchée de fromage, il se disposait à prendre la parole, mais il lui sembla que l'ambiance n'était pas telle qu'il l'avait souhaité pour accueillir l'heureuse nouvelle. Son regard fit lentement le tour de la table, s'arrêtant d'abord à l'épouse, dont l'aspect chétif, le visage triste et peureux lui faisait si peu honneur auprès de ses collègues. Il passa ensuite à la tante Julie, qui s'était installée au foyer, en faisant valoir son grand âge et plusieurs maladies mortelles, et qui en 7 ans avait coûté sûrement plus d'argent qu'on en pouvait attendre de sa succession. Vous voyez, Marcel Aimé a vraiment le don de décrire les petites gens d'une manière générale, mais les Français de l'époque. Alors il faut quand même dire, et je terminerai là-dessus, que c'est un auteur qu'on ne peut apprécier que si on a goûté, connu la France, je ne dirais pas de jadis, mais la France d'avant les années 60, c'est-à-dire une France rurale, une France catholique et une France littéraire. Ceux qui ne sont absolument pas sensibles à ces 3 aspects ne peuvent pas entrer dans l'univers de Marcel Aimé, qui s'est également, et je terminerai là-dessus, singularisé par un caractère assez indomptable, assez fort, et notamment, vous savez, il avait ce physique à la Buster Keaton, il ne souriait jamais, il était glacial, mais en même temps, il avait un cœur qui palpitait tout autant que les autres, hein, comme aurait dit, vous savez, cette fameuse phrase, « Vous n'avez pas le monopole du cœur, monsieur Mitterrand », Marcel Aimé avait du cœur, et il avait refusé la Légion d'honneur en 1949 avec la phrase suivante qui est restée célèbre. « Pour n'avoir plus à y revenir, pour ne plus me trouver dans le cas d'avoir à refuser d'aussi adorables faveurs, ce qui me cause nécessairement une grande peine, les prierais, donc les autorités, qu'ils voulussent bien leur Légion d'honneur se la carrer dans le train, comme aussi leur plaisir élyséen. » La phrase est restée, et Marcel Aimé, eh bien, est très mal vu, il faut le dire, par l'intelligentsia, qu'il avait critiqué, je crois, dans le confort intellectuel. Mais c'est un auteur, si vous avez envie de sourire, si vous aimez la France, si vous avez envie de vous détendre, de sortir un peu de cette atmosphère pénible dans laquelle nous vivons, lisez Marcel Aimé, prenez n'importe quel recueil de nouvelles et, que vous trouverez à la librairie française, et vous serez satisfait. Voilà, frère Thierry, cet hommage à Marcel Aimé. Grand auteur français.
Alors à vous peut-être de nous parler, c'est moi qui joue... J'ai pris sur vos piles, et j'ai lu très rapidement un livre qui est un roman d'Oscar Freisinger. Que nous avons reçu. Qui est un homme délicieux, qui a été un homme politique, mais qui s'est mis en recul. Ça a été l'animateur, entre autres, de l'UDC en Suisse. Donc tous ceux qui s'intéressent à la démocratie directe, au combat de nos idées, voilà un personnage à suivre. Et je rappelle que sur mon site Retour au réel, il y a une interview assez longue de lui. Alors le roman qui m'a intéressé, c'est Cendres rouges, publié chez Apopsys. La scène se passe, il y a différents personnages, comme dans un... D'ailleurs, sur le plat de couverture, vous avez un jeu d'échecs, c'est un avant-goût, pour vous faire comprendre. Sont pris dans un jeu qui les dépasse. L'histoire se déroule dans la défunte URSS, qui se targuait d'instaurer ou d'imposer une société nouvelle. Avec un homme nouveau. Avec un homme nouveau. Ça va de soi. L'URSS s'est effondrée, a disparu. Mais on peut dire que les principes n'ont pas changé. Hélas. Ils ont muté. Hier comme aujourd'hui, il s'agit du contrôle global de la société. Ou plutôt du village planétaire. Puisque l'Union soviétique avait vocation à s'étendre. Comme aujourd'hui, le mondialisme. Et ça, c'est en filigrane dans le roman. Et ce contrôle global tend à effacer quoi? Chez les communistes, c'était César, le pouvoir, puisque l'état ultime du communisme, c'était la disparition de l'État. Mmh. Bon. Et des classes. Et des classes, mais de l'État aussi. Hein? La disparition de César. Donc là aussi, je renvoie à un livre d'un philosophe qu'on a évoqué, je crois, sur Babylone de Golphin, oui, que vous vendez, oui. Et c'est un livre que je recommande chaudement. Le pouvoir, aujourd'hui, c'est quoi? Il tend effectivement à s'effacer. Comme représentation. Comme représentation. Voilà, mais pas... Le goulag, les prisons ont quasiment disparu. Bah, c'est devenu maintenant des sortes d'hôtels, non, si j'ai bien compris, puisque les... Oui, hein, mais télévision et nénette au mais parloir. elle est remplacée par quoi? Et le roman le montre. Comme les miradors ont disparu, on voit très peu, on se promène, sauf dans certains camps militaires. Sont remplacés par quoi? Par les médias, qui réduisent insidieusement nos libertés, Bien sûr. sans qu'on se rende compte. Donc les personnages de ce roman, leur vie, illustrent cette idéologie mortifère qui tend à aplanir nos sociétés, ou plutôt à arracher, à éradiquer toute vraie civilisation. Et on pourrait dire que ce roman de Freisinger aurait pu avoir comme titre « Le meilleur des mondes possibles, c'est demain et aujourd'hui ». C'est vrai que Cendres rouges, bon, on ne sait pas trop à quoi on s'attend. La couverture donne quand même une petite indication, mais on ne peut que le conseiller, donc. On ne peut que le conseiller. Et c'est vrai qu'Oscar est un personnage sympathique, direct, qui va droit au but. Il a fait forte impression. Hélas, il est venu à la librairie le jour d'une énième grève générale, si j'ose dire, parce qu'il faut quand même dire aux lecteurs que nous en sommes au 40e jour, 45e jour de grève. Oui. Quand on aime, on compte plus. Ben c'est vrai, mais je veux dire, malgré tout, quand il faut compter uniquement sur ses jambes et faire donc, une dizaine de kilomètres... Oscar a préféré avoir recours à la fiction romanesque plus qu'à faire un écrit théorique. Oui, mais pourquoi pas? La fiction romanesque, vous me donnez l'occasion d'évoquer brièvement, parce que j'en reparlerai plus longuement, La maison battue par les vents. Fiction romanesque pour montrer la crise de l'Église et comment l'Église, la bureaucratie vaticane rejoint la bureaucratie européenne. Et des fois, le romancier est l'historien du présent.
Bah oui, enfin là vous avez des phrases superbes, mais je veux dire, c'est vrai qu'un bon roman peut aider à faire comprendre les choses et certaines personnes, certains lecteurs ont besoin... On apprend plus, par exemple, en lisant Balzac sur la Certainement. société du 19e qu'en lisant La Vis. C'est exact, mais je veux dire, bon, il est vrai que ça n'est pas à la portée de n'importe qui de faire un bon roman. Il ne faut pas que ça soit un roman à thèse, vous voyez, il faut que ça soit glissé. Donc, en avec... conclusion sur ce livre, Cendre rouge, j'invite vraiment nos auditeurs, ça se lit très vite, c'est un livre de Oui, 220 pages. Oui, c'est ça, oui. Moi, je l'ai lu en 2h30. Oui, mais vous êtes un lecteur hors norme. Non, Je dis ça sans flatterie, mais c'est vrai que bon... Combien de fois je vous ai vu, je l'ai lu, je me demandais si vous l'aviez vraiment lu. Bon, enfin, on peut quand même vous croire. Par contre, un lecteur exceptionnel, vous me permettez de rebondir, c'est Simon Leys, L-E-Y-S. Je voudrais évoquer Le bonheur des petits poissons, qui est un livre tout à fait étonnant, très agréable, là encore, un peu comme Marcel Aimé, et qui montre... Alors, Simon Leys, il s'est fait connaître comme sinologue. C'est lui qui avait dénoncé les habits neufs du président Mao en 1976. Il avait d'ailleurs mouché une maoïste à une émission d'apostrophe restée célèbre, parce que Simon Leys parlait le chinois, avait épousé une chinoise, et n'était pas du tout d'accord avec les intellectuels qui vantaient l'auteur du petit livre rouge. Et dans Le bonheur des petits poissons, eh bien, il évoque, c'est une sorte de promenade littéraire, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs thèmes, des petits chapitres très brefs, où à chaque fois, des petites considérations de café du commerce sont enrichies par des citations de grands auteurs. Et notamment, il y avait un chapitre qui m'avait marqué, qu'il a intitulé « L'Empire du lait ». Du lait, alors c'est pas l'empire du lait L-A-I-T, puisque vous allez me dire que je suis un gars de la Mayenne, je vais vous parler de Lactalis, puisque vous savez qu'en Mayenne nous avons... Non, c'est l'empire du lait L-A-I-D. La laideur. La laideur. Et il explique, la beauté appelle la catastrophe aussi sûrement que les clochers attirent la foudre. Et il donne un exemple personnel que je vais vous lire, parce que c'est un exemple que beaucoup d'entre nous auraient pu écrire, et là, il n'y a pas de citation. Un jour, il y a longtemps, un minuscule incident m'en a donné l'intuition. Donc l'intuition de la beauté qui appelle la catastrophe aussi sûrement que les clochers attirent la foudre. J'étais en train d'écrire dans un café, comme beaucoup de paresseux, j'aime sentir de l'animation autour de moi quand je suis censé travailler. Ça me donne une illusion d'activité. Aussi la rumeur des conversations ne me dérangeait pas, ni même la radio, qui beuglait dans un coin. Toute la matinée, elle avait déversé sans interruption des chansonnettes à la mode, les cours de la bourse, de la mousaque, des résultats sportifs, une causerie sur la fièvre afteuse des bovins, encore des chansonnettes, et toute cette panade auditive coulait comme une eau tiédasse fuyant d'un robinet mal fermé. Et d'ailleurs, personne n'écoutait. Tout à coup, miracle. Pour une raison inexplicable, cette vulgaire routine radiophonique fit place sans transition à une musique sublime. Les premières mesures du quintet avec clarinette de Mozart prirent possession de notre petit espace avec une sereine autorité, transformant cette salle de café en une antichambre du paradis. Mais les autres consommateurs, occupés jusqu'alors à bavarder, à jouer aux cartes ou à lire les journaux, n'étaient pas sourds après tout. En entendant ces accents célestes, ils s'entre-regardèrent interloqués. Leur désarroi ne dura que quelques secondes. Au soulagement de tous, l'un d'entre eux se leva résolument, vint tourner le bouton de la radio et changea de station, rétablissant ainsi un flot de bruit plus familier et rassurant qu'il fut à nouveau loisible à chacun de tranquillement ignorer. À ce moment, je fus frappé d'une évidence qui ne m'a plus jamais quitté depuis. Les vrais Philistins ne sont pas des gens incapables de reconnaître la beauté. Ils ne la reconnaissent que trop bien. Ils la détectent instantanément et avec un flair aussi infaillible que celui de l'esthète le plus subtil. Mais c'est pour pouvoir fondre immédiatement dessus de façon à l'étouffer avant qu'elle ait pu prendre pied dans leur univers, dans l'universel empire de la laideur. Car l'ignorance, l'obscurantisme, le mauvais goût, la stupidité ne résultent pas de simples carences. Ce sont autant de forces actives qui s'affirment furieusement à chaque occasion et ne tolèrent aucune dérogation à leur tyrannie. Le talent inspiré est toujours une insulte à la médiocrité, et si cela est vrai dans l'ordre esthétique, ce l'est bien plus encore dans l'ordre moral. Plus que la beauté artistique, la beauté morale semble avoir le don d'exaspérer notre triste espèce, le besoin de tout rabaisser à notre misérable niveau, de souiller, moquer et dégrader tout ce qui nous domine de sa splendeur, est probablement l'un des traits les plus désolants de la nature humaine. Je pense que le frère Thierry va être d'accord avec cette conclusion. Quelle maison d'édition? Alors, maison d'édition Jean-Claude Lattès. Là, c'est un extrait sans citation. Je vous en cite encore un. Alors, un moment où il parle de l'irresponsabilité des intellectuels, et il cite Jean-Paul Sartre, que vous avez connu, hein, l'agité du bocal, comme disait un auteur célèbre. Alors, il met
Dans la biographie des grands hommes, une seule anecdote est parfois plus révélatrice qu'une montagne d'informations. Dans son âge mûr, Sartre, ayant longtemps négligé de payer ses impôts, reçut un jour une colossale facture du fisc. Consterné, il se précipita chez sa maman, qui régla pour lui cette note effrayante. Y avait-il eu là hypocrisie de la part de ce pourfendeur des hypocrisies bourgeoises? Nullement. Il fit seulement montre de cette splendide irresponsabilité qui est souvent la marque et l'apanage des intelligences inspirées. « Le ciel m'a donné mon génie !» s'écriait l'immense poète Lippo, comme il jetait sa fortune par la fenêtre. « Il faut bien que ça serve à quelque chose. » Vous voyez, là, c'est du Simon Leys. Une petite citation en dit long. Alors, une petite dernière pour la route, si j'ose dire. Vous avez également... dans un film de Leni Riefenstahl, il a noté quelque chose d'assez étonnant. Vous allez voir, c'est très bref, c'est très drôle. Nostalgie. J'ai revu l'autre jour à la télévision le fameux film documentaire que Leni Riefenstahl avait consacré aux Jeux Olympiques de Berlin en 1936. Un minuscule détail, involontaire et dénué de pertinence, m'a si vivement frappé que je veux le noter ici. Dans une séquence consacrée aux régates de voile, on voit en gros plan, durant une fraction de seconde, le visage d'un équipier de phoque, tandis qu'il souque son écoute de toutes ses forces. Une cigarette lui pend aux lèvres. Un sportif en train de fumer en pleine action durant une compétition olympique? On avait oublié l'existence même de cette réalité. Oui, il y eut un âge où il était possible de faire du sport simplement pour le plaisir. Voyez la finesse de ce genre d'image? Il a vu le type qui fait de l'aviron et qui est en train de fumer sur un film. C'est inimaginable aujourd'hui avec toutes ces campagnes anti-tabac. Vous-même, qui êtes un fumeur, je dirais invétéré. Hein, vous êtes d'accord? Alors, justement, pour conclure, pour terminer avec Simon Leys, parce qu'effectivement, j'aurais tendance à tout lire, car tout est à lire, je voudrais terminer justement sur le tabac. Page 114. C'est un peu cru, mais nous sommes des grandes personnes. Sur le tabac... Page 149, Simon Leys a voulu écrire un ouvrage, une anthologie littéraire et picturale célébrant le tabac. Et bien sûr, mettant en valeur les bouffonneries des activistes anti-tabac. Vous savez que les activistes anti-tabac sont très violents. D'ailleurs, ils ont réussi à interdire aux gens de fumer. Alors, page 149, j'y arrive. Voilà. En fait, voilà ce qu'il dit. En fait, les bouffonneries des activistes anti-tabac auraient pu offrir de riches matériaux pour toute une section de mon anthologie, donc le livre qu'il voulait écrire. Il n'y a guère, voilà ce qu'il dit. Écoutez bien cet exemple. Un hebdomadaire anglais a rapporté une anecdote exemplaire. Dans le compartiment passablement rempli d'un train, deux amoureux qui s'embrassaient avec passion depuis un bon moment en vinrent finalement à exécuter un accouplement complet sous l'œil impassible des autres passagers. Enfin, comme post-coitum, les amants allumaient une cigarette. Leurs convoyeurs sortirent soudain de leur réserve et leur rappelèrent avec indignation qu'il est tout à fait inapproprié de fumer dans un lieu public. Autre exemple dans ce domaine, il s'agit d'un voyageur qui voyageait dans un train à l'ancienne mode, sans corridor, où les passagers sont emprisonnés dans leur compartiment tant que le train est en marche. Ça se passe au XIXe siècle. Il n'était pas seul, ce type, dans son compartiment. En face de lui était assis un autre voyageur, un fermier d'allure respectable, vêtu d'un complet de tweed, mais dont l'expression tendue s'expliqua bientôt par un impérieux besoin naturel. Comme le train continuait à âner par Mont et par Vaux sans aucune gare en vue, où il eût été possible de trouver des toilettes, le personnage en question baissa son pantalon, s'accroupit sur le plancher du compartiment et déféqua. Quand cette opération fut achevée, et que le voyageur maintenant rhabillé se trouva à nouveau assis en face d'Albert Lewis, l'odeur qui flottait dans le compartiment devint si épouvantable que Lewis se sentit au bord de la nausée. Faute de pouvoir noyer ce redoutable fumet, Albert Lewis tenta d'au moins le diversifier en allumant sa pipe. Mais à cet instant, écoutez bien, frère Thierry, l'étranger assis en face de lui, qui n'avait pas dit un mot de tout le voyage, se pencha vers lui et d'un index sévère indiqua une affichette collée à la fenêtre sur laquelle il avait écrit « Défense de fumer ». Vous vous rendez compte? Non mais, alors là, évidemment, c'est un peu graveleux. Il y a des exemples qui sont plus éthérés, si j'ose dire. Mais si vous avez envie de vous détendre, là encore, si vous avez envie de vous cultiver, si vous avez envie de voir toute l'importance que la littérature peut avoir pour la connaissance de l'espèce humaine, eh bien, lisez Simon Leys. Vous avez ses œuvres sur la Chine. Bon, là, vous pouvez les lire si la Chine vous intéresse. Mais autrement, vous pouvez lire ses ouvrages. Il y a 5 ou 6 titres qui sont véritablement des petits trésors et les plus beaux cadeaux qu'on puisse offrir. C'est une idée cadeau formidable qui vous donnera l'impression d'être cultivé parce qu'il cite énormément d'auteurs. Donc voilà
ce deuxième coup de cœur, un peu long, et je vous redonne la parole pour un livre qui s'appelle La guerre froide. Oui, La guerre froide d'Andrei Vavilov. Alors, qui est ce personnage? Je ne vais pas évoquer toute sa biographie. C'est un diplomate russe. Il a été interprète. Et je dirais que c'est un livre qui d'abord a été publié en Russie, qui est un livre essentiel pour comprendre la fin de la guerre froide et l'effondrement de l'URSS. Il a été interprète de conversations entre Brejnev et Nixon et Kissinger, qu'il a bien connu. Donc, le livre est truffé de résumés de conversations entre ces différents personnages, et il s'est servi de beaucoup de documents déclassifiés. Et de ses notes personnelles. Bien sûr. Puisqu'il s'agissait de la négociation entre la Russie communiste et l'Amérique sur le problème du désarmement, de la réduction des armes atomiques. Et on se voit dessiner les différents portraits de Nixon, de Brejnev, de Podgorny, de Gromyko. Des noms qui évoquent les années 60-70. Hein. On les voyait tous les jours dans les translucarnes. Et il y a une bonne analyse de leur rapport en tant qu'hommes, en dehors des conversations diplomatiques. Bien sûr, qui elles sont un peu faussées par là. Qui sont très riches d'enseignements. Quelle était l'idée des dirigeants russes à l'époque? Que l'État soviétique n'avait plus les moyens de la course aux armements. L'objectif, c'était la survie du régime. Un régime moribond, de l'intérieur. Moribond. Donc Brejnev, qu'est-ce qu'il espérait? Aménager le système soviétique en lui permettant sa survie. Bon, on n'est pas encore à l'époque du dernier tyran soviétique. Donc on voit les rapports entre les soviétiques et des personnages comme Carter, comme Ford avant, les rapports intimes qu'il pouvait avoir, les plaisanteries entre Gromyko et Kissinger. Qui vit toujours, lui d'ailleurs, c'est le seul survivant. Qui vit toujours, et d'ailleurs qui a publié pas mal sur cette période. Et les deux livres doivent être lus, je pense, ensemble. Et c'est riche d'enseignements pour aujourd'hui. On pourrait se dire pourquoi. Parce que on voit très bien, quand on regarde l'actualité, qu'on glisse imperceptiblement vers une nouvelle guerre froide, dont les racines se trouvent déjà dans l'histoire. Oui, bien sûr, mais tout est... Donc c'est intéressant de... Parce que c'est pas uniquement une chronique. Il y a beaucoup d'anecdotes. Il y a beaucoup d'anecdotes et de réflexions de ce Russe, qui est un diplomate, d'ailleurs qui a fini sa carrière comme représentant de la Russie à l'ONU pour les questions d'environnement, entre autres. Beaucoup de réflexions qui peuvent faire mettre, c'est-à-dire, vous voyez, aussi avec le grand échiquier de Brzezinski, qui était... Zbigniew, c'est ça son prénom, le fameux Zbigniew Brzezinski, qui est mort il y a 2-3 ans. Qui est évoqué d'ailleurs dans le livre. Fondateur de la Trilatérale, lui, c'est ça. Donc, vraiment, c'est un livre que je recommande chaudement pour comprendre notre époque. Donc, le sous-titre, c'est Révélation, d'un témoin. Un témoin, qui est d'ailleurs en photo, on le voit entre Nixon au sommet de sa gloire et Brejnev, et on le voit, alors c'est drôle, parce qu'on voit Andrei Vavilov, je prononce ça à la mayonnaise, on le voit tout jeune,
On dirait un énarque qui sort de la promotion, je sais pas qui, moi, anarchiste Klotz, et hop, on retourne et on le voit aujourd'hui. On le reconnaît avec 40 ans de plus. Je l'ai rencontré il y a quelque temps. Il est charmant. Ouais. Remarquable. Il parle français un peu ou pas? Oui, un petit peu français. Bah écoutez, frère Thierry, alors voilà, maintenant on va aborder un livre plus sérieux que les précédents. C'était un livre très sérieux. Oui, non, mais pas que les vôtres, ceux que j'avais, moi, mis en avant, à savoir Le bonheur des petits poissons et puis Le passe-muraille. Un ouvrage qui s'appelle Regard sur le mondialisme, regard au pluriel, pour en finir avec l'humain et qui est, comment dirais-je, dans la collection chez Apopsys, la collection, je dirais, Regard, puisqu'il y avait déjà un regard sur Maurras. Oui, c'est la collection que je dirige. Voilà, collection que le frère Thierry dirige. Alors le sous-titre, je vais l'expliquer. Oui, alors attendez juste avant ça, parce que je veux vous, non pas vous présenter, vous êtes très connu, je veux dire que c'est vous qui avez introduit en quelque sorte cet ouvrage. Alors cet ouvrage qui met en avant qui donne des regards, les regards d'Alain Pascal, on va parler tout à l'heure d'Alain Pascal, de Lucien Cerise, qui est bien connu également, donc le vôtre Valérie Bugeaud, Philippe Loria, Olivier Piacentini, Françoise Compoint et Jean-Pierre Maugendre. Alors maintenant, je vous laisse présenter un peu cet ouvrage. Alors, le sous-titre, pour en finir avec l'humain, on pourrait se demander pourquoi. Parce que c'est une de mes préoccupations, le transhumanisme. Et on voit très bien que cette idéologie que je présente dans l'introduction, il y a une introduction générale où j'aborde aussi bien les questions d'ordre politique, économique et religieuse à la fin. L'objectif, c'est quoi? C'est un homme nouveau. C'est l'utopie, disons, qui a subi son aggiornamento, une mutation des grandes utopies antérieures. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui sur la scène internationale? Vous avez les mondialistes et les altermondialistes qui s'affrontent. Et je montre dans l'introduction qu'en fait, ils ont exactement la même anthropologie, la même vision de l'homme. Un homme hors sol, sans père, sans repère. Sans sexe. Éventuellement sans sexe. Peut changer de sexe tous les jours. Qui peut changer de sexe, ça viendra. Interchangeable, sans passé. Et sans racines. Et sans doute sans avenir. Oui, mais par contre, qui consomme. Qui consomme. C'est ça qui leur importe. Cette idéologie a une religion sous-jacente, qui est présentée au goût du jour, la pensée gnostique. Et kabbaliste. Si on veut kabbaliste, mais même avant. C'est, au fond, l'homme doit un culte à la terre mère. Cosmos. Et on voit que même les religions ont été instrumentalisées et participent à ce phénomène. Et je montre en conclusion de l'article que la seule internationale qui tienne, qui tienne ou qui vaille, comme le disait Maurras, c'est l'Église, parce que effectivement elle s'étend, et c'est sa mission, aux confins de la terre, mais respecte les cultures et le génie de chaque peuple. Même dans l'Église primitive, bien sûr, le christianisme latin était différent du christianisme oriental. Et ce sont des différences légitimes. Alors que là, il s'agit d'un homme unidimensionnel. Selon l'expression de Marcuse, c'est ça de l'école de Francfort. Tout à fait. Alors, ça a des incidences, bien sûr, sur la culture, sur l'économie, sur la politique. Et on voit très bien que toutes nos vieilles représentations, qu'elles soient politiques, nationales, doivent s'effacer. Oui, pour donner naissance à un abruti. Oui, pour un grand marché. Oui, mondial. Un marché planétaire. Alors, vous parlez de ça, je rebondis, parce que vous avez parlé justement de cette internationale qui tienne, c'est la catholicité. Alors voilà, chez Jean-Pierre Maugendre, il en parle justement de cela, de cette citation célèbre. Il parle de Maurras.
Maurras, à qui il est toujours utile de revenir, écrivait à ce propos: il n'y a qu'une internationale qui tienne, et c'est la catholicité dans une région supraterrestre, il est vrai. Le fait terrestre, ce sont les nations. Fin de citation. Maurras a écrit cette phrase dans l'Action française du 24 février 1940. Alors Mogende poursuit, parce que c'est très beau ce qu'il poursuit. Cet homme, que ceux qui ne l'ont pas lu présentent comme un monstre froid, mettait déjà le doigt sur ce qui inéluctablement sonne le glas de l'utopie mondialiste. Les nations sont des amitiés. Alors ça, c'est Maurras, c'est une citation de Maurras. Écoutez bien, elle est vraiment, vous la connaissez vous, mais pour les gens qui nous écoutent et qui connaissent pas Maurras, ils vont voir toute l'intelligence du personnage dans ce domaine. Les nations sont des amitiés. Voilà ce qu'il nous faut savoir. Des amitiés qui naissent seules. Des amitiés naturelles. Elles ont demandé tant d'efforts, de soins, d'art, que tout le prix incorporé n'y reste plus sensible. Il ne reste presque plus qu'à en respirer le bonheur. Vous vous rendez compte de cette phrase? Il n'en reste presque plus qu'à en respirer le bonheur. Les nations sont des amitiés, cela mesure la malignité profonde de tout système de lutte entre membres de la même nation. Il importe essentiellement de faire conspuer la fortune de Marx par toutes les bonnes têtes et tous les bons cœurs de l'homme aujourd'hui vivant, car elles n'ont qu'un sens: la rupture de la plus large amitié à laquelle nous puissions appartenir. La France est aujourd'hui la plus ancienne de celle que le monde ait connue. Elle est demeurée la plus belle, qu'elle fût plongée au néant serait un épouvantable malheur. Fin de citation. Il ne suffit pas de dire avec Jaurès que les nations sont des faits. Ce ne sont pas des faits, ce sont des bienfaits. Ce sont des bienfaits. Et c'est fantastique de trouver quand même sous la plume d'un homme qui a vécu quand même à la fin du 19e, si j'ose dire, qui est mort très âgé, mais qui est né sous Napoléon III, je crois, des formules pareilles qui montrent que la nation est véritablement quelque chose que l'on doit protéger. Alors que, vous savez, vous connaissez la fameuse phrase qui est souvent citée dans tous les ouvrages sur le mondialisme, cette phrase d'Edmond de Rothschild qui affirmait dans la revue Entreprise en 1970 « Le verrou qui doit sauter, c'est la nation ». C'est-à-dire que les mondialistes sont farouchement anti-nation, comme ils sont farouchement anti-famille, comme ils sont farouchement contre tout corps intermédiaire qui pourrait permettre à l'homme de faire son salut. N'est-ce pas? Défend la nation, il a et aussi la notion d'amitié. Ce sont des amitiés. Héritées de la pensée gréco-latine. Les nations sont des amitiés. Il était un des promoteurs, entre autres, c'était pas un nationaliste étroit, de l'amitié des peuples latins, l'Union latine. Bien sûr. Bon. Il était étroit, par contre, quand il évoquait les Germains, où là, effectivement, c'est le point faible. On évoque différents aspects du mondialisme, l'aspect économique, l'aspect philosophique. Avec Alain Pascal, notamment. Avec Alain Pascal, Loria aussi. Oui. Madame Compoint, c'est une Française qui donne le point de vue un peu de l'URSS, enfin pas de l'URSS, de la Russie, puisqu'elle vit, c'est une universitaire française qui vit en Russie. Donc il y a différents regards dans un petit livre qui permet d'aller beaucoup plus loin. Voilà, et je dirais, il y en a un peu pour toutes les intelligences, tous les goûts. Vous avez un article très connu d'un auteur très connu, Cerise. Oui, alors, moi j'ai été particulièrement sensible, si je puis me permettre de conclure là-dessus, notre petit entretien coup de cœur, c'est l'article d'Alain Pascal, que j'ai l'habitude parfois, quand il y a des ouvrages sur le mondialisme, pour essayer de bien comprendre un peu comment les choses se passent, parce que c'est assez complexe malgré tout, on voit bien où ils veulent en venir, c'est-à-dire avoir une puce au creux de la main, un code barre, le signe de la bête, comme on dit, de manière à ce que nous ne soyons que des consommateurs. Mais c'est vrai que le chapitre d'Alain Pascal, j'avais commencé à prendre des notes et en fait, je me suis rendu compte que j'avais tout écrit. Parce que c'est un concentré, de l'œuvre d'Alain Pascal qui, comme vous le savez ou vous ne le savez peut-être pas, Alain Pascal est un auteur de plus en plus important, qui a écrit une œuvre de plus en plus importante, elle aussi, je me permets de lui faire un peu de pub, qui se sépare en deux volets. Vous avez ce qu'il a appelé la conspiration des philosophes, vous avez 3 tomes à ce jour, les sources occultes de la philosophie. C'est une sorte d'histoire de la pensée ésotérique travers les siècles. Voilà, mais disons que c'est le spécialiste des forces occultes de l'histoire non officielle. Alors, si vous en êtes d'accord, je ne veux pas abuser de la lecture, mais c'est vrai que je voudrais lire le début du paragraphe du chapitre d'Alain Pascal, parce qu'on peut avoir des auditeurs qui
qui n'y connaissent rien dans ce domaine, qui perçoivent bien le malaise, le chaos ambiant. Il y a quelque chose qui ne va pas. Hein, j'en prends pour exemple, tous les jours vous avez des nouveautés. Je me souviens, il y a quelques années, j'étais journaliste municipal, j'apprends qu'on ne peut plus prendre en photo les adultes et les enfants dans les appareils de photomaton pour les documents officiels. On ne peut plus prendre les gens en photo en souriant. Je me dis, mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Comment se fait-il qu'on ne puisse plus prendre les gens en souriant? Personne ne me donne de réponse. Je râle un peu parce que je crois quand même que l'homme a souvent intérêt à sourire sur une photo. Il a une tête quand même plus agréable. Et je sais maintenant, frère Thierry, pourquoi ils ont fait ça. Vous le savez, vous aussi. Pour la reconnaissance faciale. C'est-à-dire qu'il y a une quinzaine d'années, on nous a interdit de prendre des photos de nous en souriant pour après pouvoir nous contrôler avec des caméras de surveillance qui veulent placer partout, comme en Chine. En Chine, il paraît que les Chinois peuvent recevoir une lettre avec une photo leur disant « Monsieur, vous n'avez pas traversé dans les clous ». Et ce qui est de pire, que dans quelques temps, on arrivera, grâce à la reconnaissance faciale, même si on sourit, même si on approuve tel discours, savoir qu'est-ce qu'on pense. Ah ben, bien sûr, mais alors ça, moi... c'est le contrôle complet. Alors, est-ce qu'on peut quand même conseiller à nos auditeurs, si jamais ils voient une caméra de surveillance, de traverser la rue en souriant? Ou de tirer la langue. Ou de tirer la langue, ou de se mettre la main, voilà. Mais ça, c'est quand même des choses qui sont terribles. Alors, voilà le début d'Alain Pascal. Alain Pascal va droit au but, hein. C'est pas quelqu'un qui tourne autour du pot, que ce soit dans ses livres, donc La conspiration des philosophes ou les ésotérismes contre les traditions chrétiennes. Il a ce tour d'esprit qui fait que voilà, c'est un érudit, puis soudain, paf, en une phrase, tout est dit. Le mondialisme, voilà ce que dit Alain Pascal, est la doctrine politique qui vise à établir un gouvernement mondial, officiellement au nom de la démocratie et des droits de l'homme, en réalité, pour que l'humanité entière soit soumise à des forces occultes. Car il est la décision commune et l'intérêt de la franc-maçonnerie et de la finance apatride. Depuis un siècle, le mondialisme est particulièrement virulent et l'on peut dire que tous les conflits du XXe siècle et ceux que nous vivons aujourd'hui doivent être insérés dans son cadre. Derrière les causes apparentes des événements se cache la marche vers le mondialisme, lequel implique la destruction des nations, on en a parlé, en les faisant se battre, en les unissant de force dans des fédérations, en détruisant leur identité par l'immigration, etc., etc. Et pour ce qui nous intéresse, en les déchristianisant. Le mondialisme est en effet l'aboutissement de la révolution moderne, dont le but est d'établir une civilisation nouvelle, qui ne soit plus chrétienne, éradication qui passe par la table rase d'une civilisation, l'Occident chrétien, la civilisation née de l'osmose entre le paganisme antique et la tradition chrétienne. Oui, je montrais dans l'introduction que ce mondialisme, bien sûr, a des racines gnostiques, c'est vrai. Donc le triomphe du serpent, en quelque sorte. Tout à fait, c'est pour ça que sur le plat de couverture, j'ai mis une hydre. Oui, mais c'est le serpent, c'est le non-serpent. L'objectif, vous voyez, au 19e siècle, comme des dieux. La conjuration antichrétienne luttait contre l'Église en tant qu'institution. Oui. Aujourd'hui, l'Église ne représente plus un danger. Il suffit de regarder le comportement de certains ecclésiastiques qui concourent à leur œuvre. Vous pensez à qui? Mais peu importe. Un oiseau, à nous donner. Un oiseau unique en son espèce, comme aurait dit Rabelais. Qui frappe les... Non. Si, dans l'île sonnante, Rabelais évoque les cardingos et le papingo. Le papingo oui, tout le monde a compris. Oui, tout le monde a compris. Bon. Quel est l'objectif de cette idéologie qui est matérialiste? C'est-à-dire éradiquer du cœur ou de l'esprit de l'homme, non pas telle ou telle religion, mais l'idée même de Dieu. Ça va beaucoup plus loin. Mais le Dieu chrétien. Mais de tout Dieu, oui. De toute transcendance. Oui, toute transcendance. C'est comme le disait un philosophe Hegel, c'est mettre l'homme au-delà de la tombe de l'homme. Mm-hmm. Voilà. Oui, non, mais on est d'accord. Mais c'est vrai que le christianisme, parce qu'il le met, là je termine, en effet, chaque civilisation a été fondée sur une religion et un mondialisme n'est possible que si toutes les civilisations sont fondées en une seule. Donc si toutes les religions le sont aussi. C'est à cette fin qu'une sorte d'œcuménisme fourre-tout est promu par les médias. Or, une religion fait obstacle à cette fusion, le christianisme. Traditionnel, cela va de soi, parce qu'il prétend détenir la vérité révélée par le Fils de Dieu. Pour les initiés, le christianisme est donc intolérant.
qui plus est a le tort d'être un exotérisme, c'est-à-dire une vérité révélée à tous, ce qui est contraire à l'ésotérisme, la connaissance réservée à quelques-uns, qui sont en tenue de... Vous voyez ce que je veux dire? Le christianisme est la seule religion dans ce cas. Toutes les religions ont une part ésotérique, sauf le christianisme. L'Évangile dit que rien n'est caché, et l'Église a toujours récusé qu'il y ait un ésotérisme chrétien. Donc, le christianisme est vraiment, je dirais, l'ennemi. On continue, on tape, on frappe à longueur de temps, on le voit avec les histoires de pédophilie. Je ne dis pas qu'elles n'existent pas, hélas, mais on voit bien la publicité qui est faite. Quand un prêtre, je dirais, a un comportement scandaleux, on ne parle pas du directeur d'établissement ou du prof de sport, etc., en les mêmes termes. Et il est vrai que le christianisme reste quand même, je dirais, l'institution à abattre pour que le mondialisme puisse aller au bout. Alors, comme on parlait d'Alain Pascal et que je suis particulièrement bavard aujourd'hui et que j'ai beaucoup aimé cet ouvrage, je voudrais terminer par les dernières phrases d'Alain Pascal de son chapitre. Il faut donc, l'Occident est chrétien, donc sera supprimé si le christianisme est supprimé. Un exemple laisse prévoir, le nôtre. La France était libre parce qu'elle était catholique, elle est désormais apostate, laïque et parallèlement soumise, c'est une justice immanente. S'y ajoute une logique philosophique, le christianisme rend libre parce que Dieu s'est incarné, le cosmopolitisme soumet parce que l'homme n'est plus à son image, il n'est qu'une individuation du grand tout. Il faut donc sauver le catholicisme pour sauver l'homme. Alors, ça peut sembler un peu obscur, ce qu'on dit là, parce que c'est vrai que le phénomène nous prend à la gorge, mais si vous voulez en savoir plus sur le mondialisme, vous achetez ce livre, vous le lisez et vous verrez que tous les auteurs concordent justement à décrire ce mal profond. Alors, Alain Pascal, c'est peut-être un peu plus complexe parce que ce sont les sources, comment dirais-je, philosophiques. Et Lorien aussi aborde cette question. Voilà, mais les autres, notamment Piacentini. Piacentini est très facile à lire, mais en même temps, et Piacentini, lui, est plus optimiste puisqu'il considère que les mouvements populistes sont de nature à arrêter le mal. Ou à le retarder. À le retarder, mais c'est vrai qu'Olivier Piacentini, est de tous, c'est quand même le plus optimiste. Donc écoutez, en ce qui me concerne, voilà les titres. On n'a plus le temps maintenant d'évoquer les deux autres ouvrages que ce sera pour la prochaine fois. Pour la prochaine fois. Vous avez tellement de livres ici. Alors je rappelle à nos auditeurs que vous pouvez contacter la librairie française par Internet. Par Internet ou par téléphone, si les gens le veulent. Même si vous êtes loin de Paris. Au bout du monde. Au bout du monde. Mais ne soyez pas trop pressés, par contre, parce qu'on vous envoie ça avec un système qui s'appelle livret brochure, et il se trouve que nous ne contrôlons pas les facteurs. Et il faut que se cultiver est d'abord un moyen de survie intellectuelle. Bien sûr. Et ça doit devenir un acte militant. Ça ne sert à rien d'aller manifester, de brailler, ainsi de suite, dans son coin, s'il n'y a pas une véritable communauté d'idées de résistance. Qu'on trouve ici, il faut le dire. Alors, chers amis, écoutez, à très bientôt. Et puis encore une fois, bonne année 2020.